ODD. Il faut que Nous avons donc abordé la il faut justice que nous climatique traitions aussi la question de la et justice différents climatique aspects sous tous dans les ses travaux aspects. de Rodade. Nous avons veillé Pour nous également à assurer ce que également que il faut donc nous la assurer également que les finance finances climat fasse dédiées ou partie de consacrées la au climat. priorité de la stratégie. Une partie de cette stratégie est de Notre premier veiller à ce que travail est de nous assurer que nous avons nous en sommes tant que réseau suffisamment informés, puissions suffisamment formés, renforcer nos compétences nous, en en la tant matière. que Cette mouvements série de sociaux, webinaires en tant que s'inscrit dans le spécialistes, cadre de et cet c'est objectif de notre renforcement de nos première capacités, de responsabilité de nos nous informer et d'apprendre à compétences. ce sujet. Rodade reconnaît Il faut que nous l'importance et connaîtrions la nécessité d'investir dans des reconnaissions technologies du l'importance climat. ou Nous la reconnaissons quantité également de l'importance financement dont il y a besoin, de flux l'importance de la financiers finance durables, équitable. c'est-à-dire alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. Et Cette cette série de série webinaires va de mettre réunions l'accent sur les flux concerne financiers de sur les différents finances flux de financement internationales. pour le climat. Nous allons On va mettre se centrer l'accent sur cette sur première la réunion sur les nécessité besoins de flux en mesure pour de rembourser le les rapport dettes avec le contractées paiement, auprès le des remboursement pays des en dettes des développement États. et qui sont fortement Et on touchés va par le voir comment changement les climatique pays alors qui ont le qu'ils y moins ont contribué contribué au le changement moins. Nous voulons climatique sont veiller ceux à qui ce payent le que plus lourd ces prix. pays puissent faire face aux impacts du changement climatique. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Et avant d'entrer dans Avant les que nous présentations en entrions dans le tant que webinaire telles, lui-même, eh bien, je vous propose quelques notes d'organisation, quelques consignes logistiques pour aujourd'hui. Comme vous l'avez certainement vu dans l'invitation que vous avez reçue, ce webinaire va durer 1h30. Merci en merci. particulier aux intervenants, aux intervenantes, à vous tous, vous toutes qui vous êtes connectés. La première partie de la session, comme vous l'aurez remarqué, va être enregistrée, mais nous mettrons fin à l'enregistrement avant le début de la session de questions-réponses afin de veiller à ce qu'il s'agisse d'un espace sûr pour tout le monde. Cette session est disponible en anglais, en français, en espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue. Vous avez certainement vu le petit globe en bas de votre écran qui indique interprétation. Cela vous permettra d'écouter la langue que vous préférez. Vous pouvez également utiliser la fonction chat ou la fonction questions-réponses en bas de votre écran pour poser vos questions. Vous pouvez également répondre aux questions posées par les autres, hein, mais veillez pour cela à ce que vos questions soient traduites dans les autres langues. Vous pouvez également directement prendre la parole avec vos questions lors de la deuxième partie du webinaire. Pour cela, vous pouvez lever votre main électronique et pensez également à allumer votre caméra si possible et nous vous donnerons la parole. Si vous souhaitez ensuite poser votre question en français ou en espagnol et non pas en anglais, veuillez à désactiver l'interprétation avec le bouton Off du menu interprétation en bas de votre écran. À la fin du webinaire, nous aurons également une question qui va apparaître sur votre écran. Elle sera également accessible à travers un code QR. Enfin, sachez que nous aurons des présentations sur PowerPoint et nous veillerons à ce que vous les receviez après le webinaire. Sachez également qu'un résumé de l'ensemble de ces points vient d'être collé sur le chat. Voilà, passons maintenant à la partie la plus intéressante du webinaire, bien sûr. Donc, sachez que ce webinaire va porter sur la finance climat. Nous allons voir qu'est-ce que la finance climat et pourquoi une finance climat publique est nécessaire. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à nos trois intervenants. Ils vont tous parler les uns après les autres. Nous allons commencer par ma chère amie Lydie Napil. Lydie est la coordinatrice de l'Asian People's Movement on Debt and Development, APPDM. Lydie est une militante comptant des années d'expérience dans les domaines de la justice économique, environnementale, sociale et de genre dans le cadre de campagnes nationales, régionales et mondiales.
Lydie, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir depuis l'Asie, peut-être même bon matin pour d'autres personnes. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais partager ma présentation PowerPoint et je vais également désactiver ma caméra car je pense que cela va me permettre d'économiser de la bande passante. Voilà, je vais faire le partage d'écran. Donc, cette question est très importante. Il est bon de commencer avec cette question. Qu'est-ce que la finance climat? La finance climat pour les mouvements des pays du Sud est un aspect essentiel de notre lutte en faveur de la justice économique et climatique pour la réparation et pour le changement du système. Nous voulons ce changement du système pour garantir la justice économique et sociale. D'importantes quantités de flux financiers sont nécessaires pour prendre des actions immédiates, ainsi que pour garantir la transformation systémique nécessaire pour prévenir, éviter les catastrophes climatiques, pour résoudre la crise climatique et pour garantir aux personnes et aux communautés la possibilité de traiter ces impacts. La finance climat, c'est une finance en faveur des actions, des politiques et des programmes qui agissent pour lutter contre le changement climatique, mais la lutte contre le changement climatique ne peut être séparée d'autres questions. Il existe deux définitions et deux usages de ce terme de finance climat. Donc, il y a l'usage, la définition dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La finance climat est une obligation convenue des parties pays développés, des gouvernements, à fournir en faveur des parties pays en développement. Il s'agit de quelque chose qui est cohérent avec la reconnaissance dans la Convention des responsabilités communes mais différenciées. Il s'agit d'un principe qui a été miraculeusement accordé en 1982, mais depuis, il a fait l'objet de nombreux efforts pour édulcorer cet effort. Il se base sur la reconnaissance des importantes responsabilités des pays développés sur la base des émissions historiques et continues de ces pays. Dans le cadre de la CNUC, l'objectif de la finance climat est de couvrir le coût de l'atténuation et de l'adaptation, et nous avons ajouté, et des pertes et des préjudices. Dans le texte de 1992, seule l'atténuation et l'adaptation sont mentionnées. Donc, le texte original de la Convention ne mentionne pas les pertes et préjudices. Le terme de pertes et préjudices a émergé plus tard comme un aspect différent de l'adaptation pour pouvoir couvrir, pour pouvoir mentionner les préjudices réels, anticipés, mais inévitables causés par le changement climatique. Il existe aujourd'hui un débat fort sur les obligations des pays développés à fournir une finance climat. Donc, cet objectif pour l'adaptation, et nous avons ajouté l'adaptation et les pertes et préjudices. Dans le cadre de la CNUC, la finance climat doit être nouvelle, additionnelle, adéquate et prévisible, et sur la base des obligations des pays parties, des gouvernements. On parle ensuite de finance climat publique. Les dispositions pertinentes en lien avec la finance climat au niveau du texte de la NUM sont mentionnées à l'article 4 sur les engagements, l'article 11 sur le mécanisme financier, à l'article 12 car il est censé couvrir l'ensemble des coûts liés à la communication des informations liées à la mise en œuvre des actions climatiques. En dehors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, cette définition est plus générique, si vous voulez. La finance climat est généralement mentionnée comme visant à mettre en œuvre des programmes climatiques, des actions climatiques, quelles que soient les sources, les destinataires et les modalités. Donc, lorsqu'on parle de réaliser des obligations en matière de finance climat en vertu de la CNUC,
alors seule la finance cohérente avec la Convention et ses dispositions devrait être prise en compte. Vous avez ici un diagramme qui va vous montrer les flux de finances climat sur la base de la définition générique. Donc, vous avez les flux de l'ensemble des institutions multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique, les institutions bilatérales dans le cadre de l'aide publique au développement, du secteur public sous la forme d'investissement. Et ensuite, vous avez les flux financiers dans le contexte de la La finance climat inclut également les affectations domestiques par les différents gouvernements. Dans le contexte de la CNUC, voilà quelles sont les facilités actuelles mises en œuvre. Donc, le GEF, le Fonds d'adaptation, le Fonds spécial pour le changement climatique, le Fonds pour les PMA, il y a le Fonds vert pour le climat également. Nous en parlerons lors des prochaines sessions. En 2010-2012, il y a eu également la finance pour un début rapide, la Fast Start Finance. Il s'agit de flux d'aide publique au développement et ceci engendrait un doublement du recensement. Voilà un panorama général des fonds pour le climat en vertu de la CNUC. Depuis notre perspective, la finance climat s'inscrit dans le cadre des parts justes et des obligations des pays du Nord ou des pays riches, pardon, sur la base de leur responsabilité historique et continue pour le changement climatique. Mais nous la voyons également dans le cadre des réparations pour la dette importante en matière de climat qui est due aux peuples des pays du Sud. La finance climat peut être vue également dans le cadre des parts justes et du capital dans le cadre des actions climatiques mondiales. Donc, c'est toute la terminologie de la CNUC, l'atténuation, l'adaptation, les pertes et les dommages. Comment les parts justes sont-elles déterminées? Donc, il s'agit également sujet d'un grand débat. La notion de capital, de part juste font l'objet d'importants débats à l'intérieur et à l'extérieur des négociations et nous faisons partie d'une initiative de la société civile. C'est la Civil Society Equity Review et nous avons cherché à définir ce qu'on entend par part juste et à quel niveau se situe la finance climat à ce sujet. Et cette définition des parts justes a fait l'objet d'une approbation par plus de 200 organisations de la société civile. Donc, comment les parts justes sont-elles déterminées? Donc, il convient d'examiner pour cela les exigences globales totales. Il convient ensuite de calculer les parts revenant à chaque pays sur la base de ses responsabilités historiques et continues. On n'entend pas là les émissions, bien sûr. Et il faut savoir également que les parts justes sont déterminées sur la base de la capacité. Sur la base des exigences mondiales pour conserver l'augmentation des températures en dessous de 1,5 degré, alors cela signifie qu'il faut garantir une décarbonisation ou des émissions nulles d'ici 2050 à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on entend par part juste pour les pays développés, aux pays du Nord? Donc ici, on a un diagramme, vous pouvez voir sur cette diapositive. Il fait référence de manière spécifique au fait que les émissions historiques et continues des pays industrialisés, des pays du Nord, sont si importantes que pour réaliser leur part juste en matière d'atténuation, il doit y avoir des émissions négatives qui doivent être produites. Ceci signifie que cela ne peut pas se faire au niveau national, ce n'est pas possible. Ceci signifie pratiquement atteindre des valeurs effectives nulles au niveau national et financer l'équilibre équivalent de leurs obligations en matière d'atténuation au niveau des pays du Sud.
Donc, en plus d'avoir des émissions nulles, il va falloir que ces pays financent le bilan de leurs obligations d'atténuation dans les pays du Sud. Voilà un petit peu la partie en bande sur ce graphique. Ceci signifie que la composante finance-climat des pertes juste des pays développés doit pouvoir couvrir ces deux aspects. Pour les pays développés, bien sûr, les pays du Sud doivent également remplir leur part juste, s'y conformer. Mais il faut également garantir des actions supplémentaires en matière d'atténuation. Donc, c'est le solde des parts justes des pays du Nord et atteindre des valeurs nulles d'ici 2050. Il ne faut pas confondre ceci avec les compensations, les offsets en anglais. Il s'agit également de la base des actions conditionnelles, comme on les appelle, dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. On dit souvent que ces contributions sont non conditionnelles et cela signifie ceci. Donc, la question de l'équité des parts justes est en lien avec une question de justice et de principe. Il s'agit d'une exigence en matière de matériel, pratique pour le succès et mettre fin au changement climatique. Climate finance as part of reparations for climate debt. There are two aspects here which must be taken note of. First, the past, current, and inevitable future impacts of climate change are heaviest on those with least contribution to the problem. So it's the people of the global south whose resources and labor have in fact been exploited by those who profited the most from the system that created the problem of climate change. So climate finance is reparations for these impacts. Countries of the global north have also used up more than their fair share of the atmosphere with their excessive greenhouse gas emissions and caused the most destruction of natural carbon sinks, or the Earth's capacity to absorb greenhouse gases out of the atmosphere. So climate finance is also part of reparations for the now much diminished share of the global south of the carbon budget and the resulting need to hasten decarbonization. Les ressources du sud du monde et pour arriver à la décarbonisation. Merci beaucoup, Lydie. Ça a été très intéressant. Plus particulièrement par rapport au financement, c'était très intéressant concernant les actions conditionnelles et l'atténuation conditionnelle qui doit être développée dans le sud du monde, dans les pays du sud. Je continue alors pour un autre sujet. C'est maintenant Joe qui va prendre la parole. Joe? Il est associé au Centre de financement durable de l'Institut mondial de ressources, World Resource Institute. Son travail, ce centre, est de soutenir les pays en développement afin qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs en matière de financement climatique et pour assurer une transition juste du combustible fossile à des énergies propres. Allez-y, Joe. Merci, Jean. Je suis très heureux d'être avec vous et avec tous les autres orateurs qui sont si intéressants. Je vais aussi partager avec vous une présentation que j'ai préparée. Comme tu l'as dit, je travaille pour le WRI et je travaille sur le financement climatique durable, plus particulièrement sur la transition et la comparaison entre les pays en développement et les pays développés.
tel qu'on a parlé également en Lydie. Je vais parler des défis et des opportunités concernant le suivi et le contrôle de ces dynamiques. Tout d'abord, je crois qu'il est important d'observer les données que nous avons à notre disposition. Nous avons deux sources principales. La première, c'est la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, qui est un rapport biannuel. Ça nous apporte des informations sur le financement qui est disponible. Et un des exemples que vous voyez, c'est le tableau de gauche. La deuxième source, c'est l'OCDE. C'est un groupe de pays riches, donc, qui ont développé un système d'aide au développement et aussi reprennent le rapport de l'ONU et ils y joignent, ils en font une compilation avec leurs propres données, les données qu'ils ont eux-mêmes recueillies. Et ainsi, ils offrent un rapport, des évaluations biannuelles et des rapports biannuels sur le financement climatique. Ces sources de données sont utiles, mais elles ont également leurs limitations. Celle de la CNUC, il lui manque certains des flux multilatéraux. Ça n'inclut pas donc tous les flux financiers, tous les flux qu'il conviendrait de regarder si on veut parler sérieusement de financement entre ces pays. La compilation de l'OCDE est un peu plus complète parce qu'elles incluent également les flux multilatéraux, mais ils ne font pas le détail par pays. Et donc, ça, c'est un défi parce que ce qu'on veut savoir, quels sont les pays qui contribuent le plus, quels pays font bien les choses, quels pays doivent faire un peu plus d'efforts. Donc, ça, c'est un des défis auxquels nous avons à faire face concernant le contrôle, le suivi des flux financiers entre les pays développés et les pays en voie de développement. Une autre des questions est que devrions-nous, quel financement pour aider à résister au changement climatique devrions-nous avoir? Il faut qu'on sépare la motivation et les causes. Est-ce qu'il faudrait qu'on compte tous les concepts les plus généraux ou est-ce qu'il faudrait qu'on voit les questions financières qui n'avaient pas l'intention de se centrer qui n'étaient pas consacrées au climat, mais qui, cependant, aura des conséquences positives sur le climat. Est-ce qu'on doit les inclure dans les financements consacrés au climat ou pas? Ensuite, il y a aussi une question de savoir s'il faut compter seulement le financement qui provient de subventions ou il faut qu'on considère aussi ceux qui viennent de prêts et de capitaux propres des pays, parce que ce sont des sources de financement très différentes. Ensuite, il y a une autre question concernant l'origine, ceux qui fournissent du financement et ceux qui reçoivent du financement. Pourquoi y a-t-il toujours plus de flux financiers entre pays du Sud, entre la Chine et les autres économies émergentes en particulier? Donc, il faut qu'on se demande, est-ce qu'il faut qu'on contrôle plutôt ça, qu'on survole, qu'on surveille plutôt ça? Et concernant les pays récepteurs, les pays en voie de développement sont les principaux récepteurs, mais est-ce qu'il faut compter également le financement que reçoivent les ONG, le secteur privé dans ces pays-là? Et comment pouvoir contrôler, évaluer les flux internationaux? Concernant les définitions par pays, un des défis, c'est que, comme disait Lydie, la CNUC parle beaucoup du financement, mais enfin, elle n'a pas de définition très définie. L'ONU également utilise les définitions de l'accord de Paris et on comprend ça souvent comme les pays de l'annexe 1 de l'accord de Paris ou de l'annexe 2. Ce sont des sous-groupes des définitions donc de l'accord de Paris, alors que les pays en développement, ce ne sont pas des pays annexes. Mais ces définitions n'apparaissent formellement nulle part. Donc, il y a toujours une ambiguïté là-dessus. De plus, l'OCDE utilise le terme de éligible à l'aide officielle au développement ou non éligible. Donc, vous voyez qu'il y a deux triangles
qui sont l'intersection entre le bleu et le rouge, c'est-à-dire les pays aptes à recevoir l'aide publique au développement et ceux qui ne sont pas, qui ne peuvent pas recevoir cette aide publique au développement. Donc ça, c'est visuellement, vous pouvez voir que, en fonction de la définition à laquelle on s'attache, on aura différents pays inclus ou non inclus dans ces deux catégories. Donc, l'ONU définit certains pays comme étant éligibles, aptes à recevoir l'aide publique au développement, et d'autres organisations ne les incluent pas dans cette liste. Donc, il y a plusieurs défis, des défis multiples. D'autre part, nous avons la question de la multiplicité des canaux de transfert de ces financements. Normalement, les dynamiques sont faciles à surveiller, à suivre. Mais que se passe-t-il avec les banques de développement multilatérales? Elles reçoivent des contributions, le gros des contributions qu'elles reçoivent, le gros du capital, mais elles reçoivent des capitaux qui ont d'autres origines. Donc, le flux de sortie de ces banques multilatérales de développement est plus important que le flux d'entrée qui est comptabilisé. Donc, toutes les activités qu'ont ces institutions ne sont pas forcément contemplées, ne sont pas forcément calculées. Il faudrait qu'on considère aussi le financement public qui a lieu. Donc, l'idée, ça serait de faire un suivi de ces financements en l'attribuant à chacun des pays d'où provient ce financement. Mais en fait, c'est très compliqué, hein. Il y a des contributions spécifiques concernant au climat, donc, qui sont considérées de manière différente en fonction qu'elles proviennent de subventions ou de prêts. Donc, effectuer un suivi précis est très difficile. Nous, on a essayé de faire le détail par pays. En croisant ces données, on a utilisé les données de l'ONU et les données multilatérales et les informations, les données bilatérales. Et on a rajouté les données que nous fournit l'OCDE. On a calculé ça en fonction des contributions individuelles de chacun des pays. Les États membres de l'Union européenne, ils payent en fonction de leur budget, de leur part au budget de l'Union européenne. Donc, on a fait le détail et on vous a montré combien participe la France, l'Allemagne, etc. Alors que ces paiements sont réalisés par l'Union européenne. Mais ça nous a permis de voir par pays quelle est leur contribution au financement de la lutte contre le changement climatique. Maintenant, je vais vous montrer rapidement quels ont été les résultats de ces études, ce que nous avons trouvé. Voilà donc par canal de transfert financier. En rouge, vous avez les transferts bilatéraux, donc de pays à pays. En bleu, par les institutions multilatérales et en jaune, par les banques de développement multilatérales. Donc, vous voyez que la France et le Japon sont les pays qui contribuent le plus. Et ensuite, nous avons fait le détail par sujet pour voir si la contribution de ces pays était plutôt consacrée à une adaptation au changement climatique, à l'atténuation des effets du changement climatique ou bien un mix ou tout à fait à d'autres sujets. C'est très différent d'un pays à l'autre. Le Japon et la Norvège donnent peu d'argent à l'adaptation, alors que d'autres pays consacrent plus de 50% à l'adaptation au changement climatique, alors que d'autres proposent des financements transversaux. Donc, pour résumer, la France, les États-Unis, le Japon, ce sont les plus grands contributeurs, ceux qui apportent le plus de financement à lutter contre le changement. Mais on a regardé ça par rapport à leur poids financier à niveau mondial.
Les États-Unis contribuent énormément, mais c'est moins en proportion. On voit qu'ils sont très mal placés parce que la proportion de leurs finances, de l'argent dont ils disposent comme pays, est très peu, alors que d'autres pays comme la France ou le Japon, en proportion à leur économie, au poids de leur économie, ils donnent plus. Concernant les pourcentages, nous avons utilisé les études d'Oxford et de plusieurs institutions qui ont, comme l'Oxfam et d'autres institutions. Ça nous a permis de voir comment se distribuer les contributions par rapport à différents facteurs. Donc, chaque organisme, bien sûr, a examiné les points qui l'intéressaient le plus. Mais ici, vous voyez, les points montrent en milliards combien ils contribuent. Nous avons également réalisé une maquette, un cadre pour comparer avec les subventions qui existent. Donc, de la gauche à droite, vous voyez en vert les pays qui reçoivent le plus de subventions, non, pardon, et à gauche, ceux qui en reçoivent le moins, ou qui en émettent le moins plutôt. C'est ça, qui en émettent le moins. Donc, la Norvège et la Suède sont ceux qui donnent le plus de financement sous forme de subventions. Ensuite, nous avons une autre plateforme qui s'appelle Climate Watch. On surveille le climat en français. Et donc, ils incluent, on voit comment les pays financent leurs besoins par rapport au changement climatique. On voit ce que les différents pays disent qu'ils ont besoin en matière de changement climatique, en matière de financement. Ensuite, on peut faire une comparaison par pays en fonction de combien ils reçoivent à niveau national et on voit comment a évolué leurs besoins en financement par rapport au changement climatique. Il y a différents documents que vous pouvez consulter pour pouvoir en savoir plus si vous voulez sur notre page web. Je vous mets les liens. Vous pouvez également parler avec moi par Twitter ou par email. Je vous laisse les données. Je vous répondrai plus tard si vous avez des questions. Merci beaucoup, Joe. C'était une excellente présentation, un très bon apport à cette conversation très complexe sur le suivi de financement climatique et les types de financement pour aider à lutter contre le changement climatique. Les méthodes de l'OCDE sont imparfaites, c'est clair. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Pour terminer, je vais souhaiter la bienvenue à Monsieur Chaudhry. Je vous remercie d'avoir remplacé Monsieur Chaudhry. Je vous remercie d'avoir remplacé au pied levé votre camarade. Monsieur Chaudhry est le négociateur leader du changement climatique. Pour le pays des PME et des G77. M. Chaudhry est également membre de l'équipe de négociation du Bangladesh. Il dispose de beaucoup d'expérience dans les travaux en matière de climat et d'adaptation. Monsieur Chaudhry, vous avez la parole. Merci, merci de m'avoir invité lors de cet événement à la dernière minute. Après deux excellentes présentations sur la finance climat, on a pu aborder différents aspects abordés par Joe et notre collègue des Philippines sur la finance climat.
convient de s'interroger sur les exigences des pays du Sud et également appeler des pays non visés à l'annexe 1. Si je me souviens bien, en amont de la conférence de Copenhague, la COP 15 en 2009, nous nous demandions en tant que négociateurs principaux s'il était possible d'apporter 5 milliards de dollars au titre de l'adaptation et de l'atténuation et 3 milliards pour le transfert de technologie. Tout ceci ajouté représentait 8 milliards de dollars. À la fin de la négociation de Copenhague, vous savez tous, problème de son au niveau du micro de l'intervenant. And from 2000, say 10 to 12, we had say en 2013. Nous avons travaillé sur la question de l'assistance. L'intention à ce moment-là était d'avoir un aspect nouveau, additionnel, lié à l'aide publique au développement. Plus tard, un aspect du secteur privé a également été inclus. On a ensuite parlé de finances climat publiques à travers des prêts et d'autres instruments de finances concessionnels. Ce concept de nouveau, ce concept d'additionnel était donné avec la finance prévisible. Il s'agit de concepts qui ne fonctionnent pas. Nous en sommes maintenant à la mi-2022. Il y a un souci au niveau du micro de l'intervenant. Mobilized by global north collectively, but they couldn't raise, and they didn't even give a heed to the call of, say, so many IPCC reports in between, say IPCC AR5, AR6 reports. Those are like red alerts, number 10 signals. But we didn't give a heed to that. The concept of additionality. Ce concept d'additionnalité, si nous revenons au niveau de la facilité créée en 1991, est un concept différent. Mais au niveau des négociations climatiques, en tant que négociateur, au niveau des conventions, il faut savoir que ce concept d'additionnalité est important. Il ne faut pas céder aux prêts concessionnels, aux instruments multilatéraux, aux traités multilatéraux. Il faut travailler sur la question du fonds des PME, du protocole de Kyoto et faire maintenant en fonction de l'accord de Paris. C'est l'approche que nous avons souhaité adopter. Les pays du Nord, cependant, ont essayé d'exercer une pression en direction du modèle de finance climat défini en 1991.
Je parle ici des prêts concessionnels, de l'aide publique au développement. Ce type de prêt n'a rien à voir avec des subventions. Nous avons entendu dans le cadre de ces présentations précédentes que jusqu'à présent, la mobilisation de finances pour la lutte contre le changement climatique ne constitue qu'une goutte dans l'océan en réalité. Nous avons besoin ici de bien plus d'actions. En fin de compte, nous avons besoin de contribuer à hauteur de plusieurs gouttes dans l'océan et non pas utiliser un seul type d'instrument. Nous avons besoin de plusieurs types de finances climat. Pour cela, il faut satisfaire les besoins des différentes régions. Donc, il faut pouvoir procéder à une agrégation pour cette finance climat. If we compare in that way, size-wise, forget about whether it is loan or grant, public finance or private finance. But Ça nous permettra de ne pas prêter attention à s'il s'agit de crédit ou pas. Vous savez que chaque année, nous contribuons à hauteur de 5 à 7 millions de dollars de manière globale au titre des combustibles fossiles. Est-ce que vous savez ceci? Si nous utilisions une partie de ces subventions qui sont fournies aux entreprises de combustibles fossiles et que nous placions ces valeurs au niveau de la financiation du changement climatique, nous pourrions résoudre les problèmes, mais nous ne le faisons pas. Ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est lancer des sentences de mort. J'ai participé à des négociations climatiques depuis l'année 91-92, depuis la NCD. Nous avons fait mention de ce premier cadre. J'ai participé à la conférence des partis à Bali en 1995. Angela Merkel était présente en tant que représentante pour l'Allemagne et on a parlé à l'occasion des mandats, de la question des mandats et on avait indiqué que ces mandats devaient faire l'objet d'engagements clairs. Alors nous sommes parvenus à donner lieu à la rédaction du protocole de Kyoto en 1997. Cependant, les États-Unis ont décidé de se retirer au dernier moment. Al Gore était le leader de négociation et il a toujours négocié avec nous et il a fait beaucoup de concessions au niveau du protocole de Kyoto pour que les États-Unis restent. Les États-Unis ont signé le protocole en 1997, mais ne l'ont pas ratifié. Et ce, étant donné que Gore a procédé à des concessions, étant donné qu'il souhaitait se présenter à la présidence à la République. Et ensuite, Bush n'a pas ratifié. Ensuite, John Kerry a réalisé une négociation pour les États-Unis. Il a demandé une grande quantité de concessions. Il a fait beaucoup de lobby dans ce cadre-là. On a parlé dans le document, par conséquent, du concept de compensation, offset en anglais. Sans compensation, il était indiqué qu'aucun accord ne pourrait être conclu, que les États-Unis s'engageaient à affronter les pertes et les préjudices. L'accord a finalement été signé. Cependant,
Une fois encore, nous avons pu constater que les États-Unis, ou plus précisément le président Trump, a décidé de sortir de l'accord de Paris. 4 ans se sont écoulés et cet accord de Paris n'a pas été concrétisé. Cette impulsion n'a pas pu être utilisée d'aucune manière que ce soit, et ce, car les États-Unis ont décidé de sortir de l'accord. C'est ensuite que le président Biden est arrivé, ils sont revenus à l'accord de Paris. Et que s'est-il passé à Glasgow? Nous le savons tous. La réunion de Glasgow a vu un autre engagement de la part des pays du Sud. Nous n'avons pas pu parvenir aux 3 milliards de financement. L'objectif n'a pas pu être atteint dans les faits. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, nous devrons également nous rendre à la réunion de cette année, à celle qui viendra l'an prochain. Mais que va-t-il se passer concrètement? Nous devrons parler de finances au climat, mais quelle est la définition de ce terme? Qu'entend-on par finance climat? Sur quelle définition allons-nous réaliser notre analyse dans le cadre de la conférence des parties après 8 ans de la signature de l'accord de Paris? Nous voyons dans les faits que nous sommes en train de voir se développer une tragédie dans les pays du Sud. Les pays vulnérables tels que le Bangladesh, le Népal, les Maldives, le Samoa, l'Ouganda, le Kenya, les îles Marshall, les îles du Pacifique, les îles des Caraïbes, les pays africains ne sont pas responsables de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ils ne sont pas responsables du changement climatique et cependant, nous sommes les victimes innocentes. Nous souffrons. Le rapport du GIEC l'indique. Ce rapport indique que 380 millions de personnes vont devoir être aidées. Comment aider ces personnes sans finance climat? Sans aucune manière, sans aucun moyen donné à la mise en œuvre, donné au transfert de technologies, au renforcement des capacités. Sans tout cela, nous ne parviendrons pas à garantir l'atténuation au niveau de ces pays. Certains de ces pays font partie du G77. Nous avons la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et d'autres grands pays, des grands émetteurs d'émissions. Cependant, les émissions historiques de ces pays sont très faibles. Ces pays n'ont pas de responsabilité historique. Par conséquent, si nous tenons compte de la finance et des subventions, comme indiqué en 91 et en 92, il convient de dire que ces pays ne sont pas responsables des changements climatiques. Cependant, pour parvenir à un accord, nous avons indiqué qu'il y aurait une réduction volontaire. Nous avons indiqué que nous allions réaliser une réduction de nos émissions de manière volontaire. Mais si les pays du Nord avaient apporté leur soutien, alors nous aurions pu augmenter nos émissions de 10%, de 15%. Nous aurions même pu parvenir à un autre pourcentage supplémentaire au niveau de l'atténuation. Nous avons essayé de procéder à cette réduction, mais cela va dépendre de la finance climat et des flux disponibles. S'il n'y a pas de flux disponibles, alors on ne va pas pouvoir y parvenir. Si cet argent ne parvient pas aux pays en développement, aux pays du Sud, alors comment voulez-vous que nous puissions garantir une action en matière d'atténuation, d'adaptation, pardon. Et dans ce cas, nous pourrons uniquement atténuer les changements.
climatiques et leurs effets. Cutting back your luxurious lifestyles. You are not going to cut back your emissions back at home in USA. Les pays décident à l'heure actuelle de ne pas réduire leurs émissions. C'est le cas des États-Unis, de l'Union européenne. Aucune réduction n'est réalisée dans ces pays. Les réductions sont très lentes. Ils avancent à la vitesse d'une tortue, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle il faut leur demander à aller plus vite. Slowest of the slow phase. When you need fast bowling, Ces you are pays doing ne peuvent pas être bowling. les plus lents. It will Nous avons besoin d'une politique d'accélération en quelque sorte. have to galvanize the momentum and try to scale Nous up. devons donc utiliser cette impulsion basée sur cet élan pour augmenter la finance climat. Nous avons pour cela besoin d'un type de finance climat comme cela a été avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Ukraine, there are a lot of limitations. Cela But if you can finance those, if you can est un avec les limitations que constituent la pandémie, la guerre. Mais si on peut garantir une guerre, garantir le financement d'une guerre, le financement d'une pandémie, pourquoi ne pas pouvoir garantir le financement de la lutte contre le changement climatique? Cela va être une catastrophe pour l'ensemble de la planète. Il convient donc d'analyser les risques. Try to take them off the book. That is the call of the day right now, right before Sharm el Sheikh. Thank you very Nous much. devons veiller à ce que les personnes vulnérables sortent des risques qu'elles encourent. Je vous remercie, Monsieur Chowdhury, d'avoir rappelé la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Et il s'agit de mesures que nous allons examiner à Sharm el Sheikh lors de la prochaine réunion. And how little that you'll have gotten return. Il s'agit en effet de reconnaître que les pays du Sud ne sont pas responsables des changements climatiques. Ce sont les pays qui ont contribué le moins au changement climatique. Et pour cela, ils ont besoin de garantir l'adaptation au changement climatique. Vous avez émis et réalisé une image, celle de la goutte dans l'océan. C'est tout à fait vrai. Je souhaite vous remercier, Monsieur Chowdhury. Nous en avons terminé avec les présentations au panel. Nous avons entendu plusieurs présentations. Nous avons eu une première approche de la finance climat. Lydie nous a rappelé les définitions de la finance climat. Elle nous a parlé également de la manière selon laquelle les différentes catégories ont été construites autour de la notion de part juste. Ensuite, Joe nous a parlé de la complexité du suivi des flux financiers et notamment en raison de l'approfondissement du renforcement des intermédiaires. Et ensuite, M. Chowdhury vient de nous montrer à quel point il est difficile pour les négociateurs des pays du Sud de négocier, et ceci face aux positions des négociateurs des pays du Nord. Il s'agit d'un point qui a été notamment mentionné dans les différents rapports et notamment celui du GIEC. Et si vous regardez à l'extérieur, que vous lisez les journaux, vous voyez à quel point les communautés pauvres sont impactées à l'heure actuelle par les effets du changement climatique. Merci, Lydie, Joe et